Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, laissez-moi, au nom de toute l'équipe de TLS+, vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. Oui, heureuse, véritablement, pleinement, abondamment heureuse. Et pour ce premier TLS+, nous allons parler aujourd'hui de ceux qui ont fait l'actualité en 2020. Je veux parler de ceux que l'on appelle les soignants. Alors, pas forcément les grands professeurs ou hautes sommités, non, aujourd'hui, pour démarrer l'année, je veux mettre à l'honneur les petits, les sans grade, les premiers de cordée, comme dirait l'autre, ceux qui, sans se poser de questions sur le risque de se contaminer ou de contaminer leur famille, ont soigné, accompagné, réconforté, sans discrimination, sans distinction, sans a priori. Mettez-vous un instant à leur place. Imaginez-vous donner sans jamais rien attendre. Donner pour aider ou sauver la vie d'inconnus tout en sacrifiant la vôtre pour des gens que vous ne reverrez plus. Et surtout, imaginez que vous faites ça tous les jours, même quand vous êtes de mauvaise humeur, même quand vous êtes en train de divorcer, que vos enfants sont malades ou que vous apprenez que votre mère de 80 ans est tombée dans les escaliers et s'est fracturé le fémur. C'est ça leur engagement, être toujours là, disponible, réconfortant et rassurant. Mais pourquoi font-ils cela ? Pour l'argent ? Le salaire d'un infirmier, c'est environ 2 000 € par mois. Pour la gloire, si les applaudissements au début de la pandémie ont dû les flatter, je ne suis pas sûr que ça suffit à leur bonheur. Pour la reconnaissance, on voit peu de brancardiers ou d'aides-soignants signer des autographes. Je repose donc la question, qu'est-ce qui les motive ? Moi, je n'ai pas de réponse. Mais mon invité, oui, c'est une soignante. Pardon, c'est un exemple. Alexa Panouille, bonjour. Bonjour. Vous êtes cadre de santé dans un EHPAD à Paris. Vous avez une formation d'infirmière. Je voudrais, pour démarrer l'émission, reprendre ce qu'a dit Emmanuel Macron, notre président, en début d'année dernière, au début du confinement, au début de la pandémie, où il disait que nous étions en guerre. Comment vous, en tant que soignante, vous avez interprété, perçu cette information ? Vous avez compris que c'était vous, tout de suite, qui alliez être en première ligne ? Il y a eu un peu de panique, il y a eu un peu de confusion, où vous étiez prêt, vous êtes formé pour ça, et vous avez dit, bon, c'est à nous de jouer maintenant. Oui, on a compris vite que c'était en effet les soignants qui allaient être en première ligne. On ne savait pas trop comment ça allait se passer, comment on allait s'organiser, si dans les établissements médico-sociaux, notamment les EHPAD, directement on nous a dit que les résidents n'allaient pas être transférés en réanimation. Donc ça a été à nous à tout gérer au sein de notre établissement, donc mettre beaucoup de protocoles en place, chose qu'on n'avait pas. La difficulté au départ, c'était quoi ? D'organiser les troupes de manière à être le plus efficace possible ? Oui, de s'organiser aussi bien en termes de matériel, en termes de procédures, pour que tout le monde soit formé du moment où on aura un cas de Covid au sein de notre établissement. Oui, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que le Covid, personne ne connaissait, donc vous n'aviez peut-être pas la méthode, les protocoles, le mode d'emploi, quoi, c'est ça ? Au début, en effet, de manière, quand ça a été lancé, on n'avait pas encore de cas de Covid, nous, au sein de notre établissement. Donc, c'était plus de ce qui était dit dans les médias, mais peu de procédures, en fait, existaient à ce moment-là. Vous vous êtes dit, on est les premiers à partir à la guerre, mais on n'a pas l'armement, on n'a pas de... Au tout début, il n'y avait pas grand monde qui avait des infos. Après, il y a l'ARS qui... L'ARS ? L'Agence régionale de santé, qui diffusait régulièrement des infos aux directeurs et qui nous transférait. À partir de là, ça a été construire des protocoles, préparer en fait le matériel pour mettre des résidents en isolement. Mais ça, c'est sur le fonctionnement. Mais votre corps de métier, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, comme je le disais au préalable, est-ce qu'il y a eu on ne peut pas parler d'excitation, allez, on va y aller, ou est-ce qu'il y a eu vraiment une crainte ? Est-ce qu'il y a eu un peu d'effroi ? Est-ce qu'il y a eu un peu de panique ? Ou tout de suite, il y a eu une prise de conscience, c'est à nous de jouer, c'est nous qui devons être les premiers, on doit montrer l'exemple, on doit y aller, on doit rassurer. Je pense que beaucoup, en fait, c'est un peu l'individuel. Il y en a qui se sont dit, forcément, j'ai décidé de soignant et donc c'est ma place et on y va à fond. Après, il y a ceux qui ont des enfants pour qui ça peut être plus difficile de se dire je risque de ramener le Covid à la maison. Du coup, beaucoup d'anxiété. Pour certains aussi de l'anxiété. Comme je disais en préambule, c'est-à-dire qu'il y a ce sacrifice, comment on fait pour pouvoir gérer. Mais là, vous m'amenez, ce que vous êtes en train de me dire, m'amène à ma deuxième question. C'est qu'est-ce qui vous pousse à devenir infirmier, en fait, ou infirmière ? C'est ça. Pourquoi vous êtes devenue infirmière ?
En fait, le métier d'infirmier, ça offre aussi un panel de champs d'exercice. On peut travailler dans plein de lieux différents. On peut être dans de la prévention aussi. On peut être dans des services beaucoup plus techniques. Enfin, non, c'était plus à un moment de se dire que je voulais un métier en contact avec l'humain. Je voulais un métier utile. Et je voulais aussi un métier qui permet d'évoluer, de se dire que on peut travailler qui ouvre plein de possibilités, plein de panels différents. Et voilà. Et donc, du coup, c'était le métier d'infirmier répondait à plusieurs de ces critères-là, quoi. Et vous n'avez jamais voulu être médecin? Pourquoi pas médecin? Non, médecin, je ne sais pas du tout, mais non, pas du tout. Non. Médecin, non, pas médecin. Parlons maintenant à proprement dit du quotidien, et notamment du quotidien qui vous a occupé toute l'année dernière, ce quotidien soumis à cette pandémie de Covid. Comment vous faites pour cacher vos émotions? Comment vous faites pour gérer justement toutes ces informations, toutes ces souffrances, tous ces doutes, toutes ces questions, que ce soit auprès des familles, que ce soit auprès des autres soignants, que ce soit auprès des patients? Comment vous faites pour gérer ça? Tout d'abord, en fait, dans nos formations, on nous apprend aussi à essayer d'avoir la juste distance. Donc, c'est-à-dire être dans l'empathie, avoir toutes ces qualités humaines, tout en gardant en fait cette posture de professionnel, pour justement aussi se protéger et pas peu prendre tous les malheurs qui peuvent arriver aux familles ou aux résidents. Donc ça, déjà, je trouve que ça aide. Et après, il y a aussi beaucoup le fait de travailler en équipe, c'est-à-dire que quand c'est un peu compliqué ou c'est plus difficile de pouvoir aussi passer la main, de se dire que aussi on a nos familles à côté. Et, quand on a passé la porte de l'établissement, on a aussi notre vie à côté qui continue et c'est aussi ressourçant. Mais c'est facile de laisser ce qu'on a vécu dans la journée, surtout quand il y a eu des drames, il y a eu même des décès, il y en a eu. On ferme la porte, on oublie tout. Non. C'est pas facile, mais on essaye, je pense, tous de le faire pour aussi se protéger. Et je pense que ce qui aide beaucoup, c'est le fait qu'on travaille en équipe, le fait aussi qu'on puisse discuter des moments qui ont été plus difficiles, le fait que, aussi pendant le Covid, je sais que l'association, nous, avait mis une permanence psychologue, donc où on pouvait, si on avait l'envie, on pouvait aussi échanger. Donc je trouve qu'il y a eu des petits moyens qui peuvent être mis en place pour nous aider. Là, si je comprends bien, un bon infirmier ou une bonne infirmière, c'est quelqu'un dans un ensemble, dans une équipe. On ne peut pas être un bon infirmier ou une bonne infirmière quand une équipe ne fonctionne pas bien. Oui, exactement. Un infirmier, oui, c'est clairement un métier qu'on exerce en équipe et c'est très ressourçant de se dire qu'on n'est pas seul et qu'on a des collègues pour nous soutenir. Non, mais parce que souvent, je pense que c'est quelque chose qui est important de préciser, c'est que véritablement, c'est un travail d'équipe. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une notion qu'on a tendance parfois à oublier. Alors, vous parliez de travail d'équipe. On va regarder un sujet qui revient un petit peu sur les derniers mois. Et on va voir aussi que c'est un métier tellement difficile qu'il y en a qui, malheureusement, ne peuvent pas aller au bout. On regarde le sujet et on en reparle juste après. Avec la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, les applaudissements du soir sur les balcons en Belgique, comme en France, se sont tus. Elle vient asséner un nouveau coup au personnel médical qui souffrait déjà de conditions de travail difficiles. Manque criant de personnel, de moyens, de temps pour s'occuper des patients. Et selon eux, de considération par les pouvoirs publics, ils sont de plus en plus nombreux, épuisés, à décrocher la blouse. Quand je croise dans les vestiaires des jeunes filles de 23, 24 ans qui me disent avoir eu 4 morts cette nuit-là, qui connaissent la procédure des décès par cœur, alors que ce n'est pas quelque chose d'habituel dans les services autres que les soins palliatifs ou des soins de fin de vie, on se dit mais quel impact c'est inhumain pour n'importe qui en fait, à cet âge-là, d'avoir vécu déjà tellement de décès. Et pourquoi ces personnes décèdent là dans leur lit? C'est parce qu'on décide d'emblée qu'on ne les descendrait pas aux soins intensifs, parce que aussi on ne sait pas les soigner tout simplement. Astrid est toujours infirmière en Belgique, mais elle s'est lancée dans une activité de plus, le coaching en ligne, afin d'accompagner ses collègues en burn-out, et il y a de la demande. Ils sont nombreux à claquer la porte de l'hôpital pour laisser derrière eux stress et angoisse, et entamer alors une reconversion professionnelle, parfois des plus étonnantes. Nolwenn Lebonzec a été, pendant 5 ans, infirmière à la clinique Saint-Luc de Bruxelles.
Il y a 6 mois, elle a troqué son stéthoscope contre un rouleau à pâtisserie. Ça a sauvé ma santé mentale, quoi. Je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que j'avais besoin, car beaucoup de collègues m'ont dit « Est-ce que tu ne vas pas regretter d'avoir quitté ce pourquoi tu as fait tes études? Est-ce que ça ne va pas te manquer ?» Et je peux vous dire que 6 mois plus tard, ça ne me manque toujours pas. Et au moins, allez, je suis contente de venir travailler. Quand je rentre chez moi, je suis contente de raconter ma journée de travail. Les conditions de travail sont meilleures. Nolwenn n'est pas la seule à mieux dormir. Thomas a quitté il y a quelques jours son métier d'infirmier au service d'urgence de l'hôpital de Lyon, où les conditions de travail difficiles dégradent la prise en charge des patients. On est malheureusement effectivement contraint de bâcler des soins lorsqu'on est en sous-effectif. La charge de travail, elle ne diminue pas. On ne peut pas travailler au-delà. Ce n'est pas des dossiers de bureau qu'on peut repousser à plus tard. Donc malheureusement, on fait nos soins plus vite et quand on les fait plus vite, on les fait plus mal. À 35 ans, passionné de BD depuis toujours, Thomas a choisi de réaliser son rêve d'enfant. En janvier, il commencera une formation de libraire et une nouvelle vie. Alexia, vous comprenez ces infirmières qui, à un moment, n'ont pas pu continuer, ont dû dire stop? Parce qu'on n'est pas là pour les accabler ni critiquer, bien évidemment, ce n'est pas du tout le propos, mais vous comprenez? Oui, bah oui, en fait, c'est un métier. Déjà, je crois qu'il me semble qu'un infirmier, on dit qu'il a une durée de vie dans le métier à peu près de 7 ans. Ah donc, oui. Ça veut bien dire qu'un infirmier. On ne fait pas carrière C'est rare, en fait, des infirmières qui font ça toute leur vie, parce que c'est vrai que c'est des métiers où on est tout le temps en train de. Déjà, où on travaille le week-end, où on peut avoir des horaires en décalé. Donc, c'est aussi difficile de concilier à un moment, peut-être, vie privée et vie professionnelle. Et on peut ne pas se retrouver aussi entre ce qu'on nous apprend en théorie et ce qu'on vit au quotidien, il y a quand même une différence. Et c'est vrai que des fois, je pense que c'est pas facile à gérer. C'est vraiment un sacrifice, hein, c'est vraiment un sacerdoce, en fait, cette profession. Je pense que c'est plus se dire que chaque soignant essaie de faire en fonction de sa personnalité le meilleur soignant qu'il puisse être. Et à un moment, c'est sûr qu'on peut ne plus s'y retrouver et changer de métier. Et puis c'est plutôt bien aussi de se dire que sain même de se dire je m'y retrouve plus dans mon métier et je change. Dans votre métier, qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer? Ce sont les patients, les familles, le secret médical, le corps médical, le temps pour réconforter, la gestion du temps. Qu'est-ce qui est le plus compliqué? Des fois un petit peu tout à la fois, mais le temps. Je pense que c'est vraiment le temps de se dire que des fois on n'a pas assez le temps de passer vraiment le temps qu'on aurait voulu avec un résident pour échanger avec lui. On sent qu'il en a besoin, on sent qu'il est isolé et qu'il a envie en fait de partager plus ce moment-là et de se dire que on n'a pas le temps parce que on a plusieurs choses à faire dans notre journée. Après aussi avec les familles, de se dire que des fois on n'a pas forcément le temps de bien les accompagner comme elle souhaiterait, bien qu'on essaye toujours d'être à l'écoute des familles, mais de se dire que elle voudrait avoir peut-être plus d'infos, être plus... Après, voilà aussi, donc des fois... Est-ce que des fois, ils attendent des réponses, ils voudraient des réponses que vous ne pouvez pas leur donner parce que ce ne sont pas les bonnes réponses en disant non, il va bien, il va pas... Oui, c'est ça. En fait, après, c'est aussi accompagner les familles dans se dire que ils attendent, en fait... ils aimeraient qu'on dise quelque chose de positif sur l'état de santé de leurs parents, alors que des fois, c'est tout le contraire. Et faire cet accompagnement-là, qui peut être parfois très chronophage et qui est pourtant ultra essentiel parce que les familles peuvent être aussi aidants dans l'accompagnement du résident. Puis les résidents en ont besoin, les familles ont besoin aussi d'être leurs proches. Et donc le but, c'est aussi que le soignant puisse réussir à ce que tout le monde trouve sa place. Justement, mais comment fait-on pour trouver des réponses quand personne n'en a? Vous êtes formé pour ça aussi? Quand on vous dit mais... ça va aller, qu'est-ce qu'il a Est-ce que la franchise est un handicap, est un frein dans votre métier ou c'est quelque chose qu'il faut manipuler avec beaucoup de subtilité? Ouais, alors en fait, c'est que dans la formation, il y a des modules, tout ce qui est soins relationnels, donc ça aide un petit peu d'avoir des petites clés. Et en fait, après, c'est chacun qui, en fonction de sa personnalité ou comment sent aussi la famille, ce qu'elle est prête à entendre, qui juge. Et après, c'est aussi de se dire que on n'a pas pu forcément tout dire à la famille parce qu'on ne la sentait pas prête et se dire peut-être qu'on peut laisser le médecin appeler parce que le médecin dit...
Ah oui, il y a une séparation des rôles. Le médecin... Non, c'est pas forcément une séparation des rôles, mais oui, le même message qu'on peut dire que n'importe quel soignant peut dire, des fois, ça n'a pas le même poids quand c'est le médecin qui le dit. Oui, mais alors à l'inverse, comment vous faites quand vous entendez un médecin qui est en train de prescrire, ou qui est en train de diagnostiquer un patient et vous n'êtes pas du tout d'accord ou vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de dire et vous vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous avez autorité à lui dire que vous n'êtes pas d'accord ou c'est le médecin, c'est lui qui décide et vous êtes obligé d'appliquer ces directives? En fait, maintenant, quand même, il y a beaucoup plus un travail de collaboration entre médecins et infirmiers. Donc, c'est souvent que le médecin discute aussi avec l'infirmier en fonction... l'infirmier, c'est qu'il est au quotidien avec le patient, donc il peut avoir plus d'informations. Alors que le médecin, des fois, sur une consultation, sur un moment T, par exemple, le patient peut être très bien et donc, du coup, va peut-être pas pouvoir comprendre... pourquoi on l'a fait venir. Et donc, c'est vraiment un travail de collaboration. Après... Ça dépend des médecins. Oui, ça dépend des médecins, mais globalement, je trouve que c'est un... Ça s'est amélioré parce que je crois qu'à une époque, c'était les médecins étaient un peu intouchables. Oui, je trouve que non, vraiment, il y a beaucoup de discussions d'équipe qui font que, l'infirmier peut aussi dire qu'il n'est pas d'accord avec la prescription ou qu'il ne comprend pas. C'est pas qu'il n'est pas d'accord, mais plutôt qu'il ne comprend pas et qu'il y a une discussion qui s'ensuit. Et donc, dans ces cas-là, généralement, on trouve toujours... soit on comprend pourquoi la prescription a été faite, ou soit finalement le médecin aussi ne peut ne pas avoir toutes les infos quand il a prescrit, le traitement. Quels sont les pires patients? Les soignants? Non, pas forcément. Non, il n'y a pas vraiment de pire patient. Le pire patient, c'est surtout le pauvre, finalement, celui qui soit a du mal à accepter sa situation et donc qui va être plus difficile à accompagner, mais il n'y a pas vraiment de pire patient. Est-ce que c'est toujours plus de 80% de femmes, le métier d'infirmier, d'infirmière, c'est toujours ça, à peu près? Je sais pas, oui, je pense que, oui, c'est quand même majoritairement. Ça change un petit peu ou il y a de plus en plus... Pourquoi d'abord c'est un métier de femme, infirmière? Je sais pas, les femmes ont peut-être plus, ont peut-être plus attrait au métier en relation avec l'autre et. Elles sont plus bienveillantes? Les hommes peuvent être aussi très bienveillants, mais non, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. C'est peut-être parce qu'on a un peu, peut-être aussi dans l'historique des professions où, moi, je sais pas, c'était des religieuses qui soignaient et du coup, c'est resté dans cette continuité-là. Oui, c'est peut-être une bonne, mais ça tend à changer. Enfin, de toute façon, c'est en train de changer. Oui, je trouve que oui, j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus d'hommes qui sont soignants et infirmiers, oui. Et votre formation, celle que vous avez faite, est-ce qu'elle est adaptée à l'époque actuelle ou est-ce qu'il va falloir revoir la formation? Quand vous êtes dans le recrutement, qu'est-ce que vous recherchez en premier dans un candidat potentiel? Au-delà de la formation, bien évidemment, et des acquis. Hein. Oui. Je pense que c'est surtout le fait que sentir que la personne, elle aime vraiment son métier et que elle va accepter de prendre le temps, de se dire, quand on travaille en EHPAD, je parle notamment pour le métier, les infirmiers en EHPAD, les soignants plutôt en EHPAD, se dire que quand on a des résidents qui ont des troubles cognitifs importants et qui peuvent appeler 15 fois sur la sonnette, qui vont être bienveillants avec le résident, toujours au bout de la 15e fois et pas tomber dans de la maltraitance ou se dire que ils peuvent aussi reconnaître que là, ils ont du mal et qu'ils passent le relais. Vous voyez, c'est surtout je pense une bonne connaissance déjà de soi en tant qu'humain pour dire je connais mes limites en tant que soignant et donc je vais pouvoir passer le relais et je sais que j'aime passer du temps, j'aime être avec l'humain et voilà. Oui, c'est plutôt en fait de l'être plutôt que de la technicité parce que la technicité on peut toujours apprendre. Tandis que... Ce que je comprends, c'est qu'avant de vouloir être responsable des autres, il faut surtout être responsable de soi, en fait. Oui, oui, tout à fait. Oui, et je pense que c'est vraiment vérifier que les gens fassent le métier pour les bonnes raisons. Vous voyez, je pense que beaucoup... Mais ça, dans la formation, quand vous démarrez votre école d'infirmière, on vous dit tout de suite, attention, on vous prévient, si vous pensez que c'est ça, c'est non. Si vous pensez que c'est... Ah oui. Oui, on met en garde. Moi, je me souviens que mon premier cours, c'était un peu... C'était un peu ça, quoi. Oui. Ne faites pas ce métier si c'est pour des mauvaises raisons.
Oui, c'est ça. Votre salaire, vous allez être sans doute moins bien payé qu'une personne qui est juste dame de compagnie d'une personne. Il faut que vous mettez ça en tête. Ouais. Comment vous le voyez évoluer, votre métier ? Sur l'évolution du métier d'infirmier, en fait, le métier d'infirmier, il cesse d'évoluer avec le système médical. Vous voyez, là, par exemple, il y a un master en pratique avancée je crois qu'il y a déjà des gens qui ont été diplômés. Petit à petit, le métier évolue. Donc, ça va continuer, je pense, d'évoluer en fonction des besoins du système de santé et de ce qu'on attend d'un infirmier. Il vous est déjà arrivé d'avoir envie de tout abandonner ? Tout abandonner, non. Mais de faire des petites pauses, oui. De se dire... de partir 3 mois loin, oui, mais tout abandonner, non. Il y a eu des moments très difficiles ? Oui, des moments difficiles. C'est quoi ? C'est quand on est face à la mort et à la souffrance ou autre ? C'est plutôt... pendant cette période de crise, notamment, se dire qu'on donne beaucoup de soi et c'est plutôt l'épuisement qui se fait de se dire qu'on donne et avoir après très peu de possibilités de pouvoir recharger bien ses batteries pour après recommencer à être auprès des patients, auprès des équipes. Ouais, c'est plutôt... Ouais. Vous l'aimez, votre métier ? Oui. Ouais. Et si vous deviez changer quelque chose là aujourd'hui, vous changeriez quoi ? Si vous aviez une baguette magique, si vous aviez le pouvoir de tout faire, de modifier quelque chose, vous modifieriez quoi là tout de suite ? Dans le métier d'infirmier ? Ouais. Dans le métier en lui-même ? La couleur des blouses ? Non. C'est déjà en train d'être fait. Dans le métier en lui-même... Quoi, ça veut dire que tout va bien ? Non, ça ne veut pas dire que tout va bien, mais... tout va pas mal. Ouais, tout va pas mal et je pense que petit à petit, il y a aussi des choses qui sont en train de bouger. Vous voyez, parmi il y a le Ségur qui montre, qui petit à petit essaye de valoriser le métier d'infirmier, d'aide-soignant aussi, parce que on parle beaucoup des médecins, les infirmiers aussi un peu, et il y a le métier d'aide-soignant qui est aussi ultra important dans le système de santé et qui, lui, pour le coup, est un peu plus à l'écart, un peu moins montré. Parce que vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il y a 2 univers, il y a le privé et le public. Est-ce que vous, à l'intérieur, vous le ressentez aussi ? Est-ce que les infirmiers du privé, ça n'a rien à voir avec les infirmiers du public ? Est-ce que l'implication, l'investissement est le même ou ils sont mieux payés, ils travaillent dans... Dans le privé, vous voulez dire qu'ils sont mieux payés que dans le public ? Je sais pas, donc je pose la question, oui. Non, je pense pas que les infirmiers... Non. En plus, il y a le privé lucratif, il y a le privé associatif, il y a le lucratif, non lucratif. Je pense que l'infirmier, en fait, il va surtout travailler là où... en fonction de ce qu'il aime. Vous voyez, dans le privé, je sais pas, par exemple... j'ai pas trop d'exemples à donner, mais... Les conditions de travail sont meilleures dans le privé ? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Y a exactement la même chose en fait. C'est-à-dire que le manque de soignants, le nombre de soignants, il est à peu près le même que ça soit dans le privé et dans le public. Le métier ne change pas tant que ça entre le privé et le public. Je ne pense pas que ça soit de grandes différences. Après, ce qui joue un peu plus, je pense que c'est que dans certains privés qui peuvent avoir de gros moyens, oui, les conditions de travail peuvent être meilleures. Et dans de l'associatif, c'est aussi différent. C'est se dire que le privé, par exemple, lucratif, notamment dans le milieu des EHPAD, les établissements, ils sont cotés en bourse. Non, mais on est sur une autre dynamique. C'est plus des commerciaux qui gèrent les établissements. Je pense que dans l'associatif, c'est quand même totalement différent, où en fait, les fonds que peuvent générer les établissements sont reversés en fonction des besoins de chaque établissement. Donc, je pense que c'est vraiment différent en fonction de... Je ne sais pas si ça répond à votre question, en fait, je suis désolée. Franchement, c'est... Là, vous faites quoi juste après ? Vous retournez voir vos patients ? Oui. Bon, je vais vous laisser les retrouver. Alexa Penouille, merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau TLS+. D'ici là, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À la semaine prochaine. Au revoir.